Bienvenue dans ce débat élection législative qui concerne la 9e circonscription des Yvelines. Débat entre Bruno Millienne, bonjour. Bonjour. Vous êtes député sortant, candidat Ensemble Modem dans cette circonscription, et Laurent Morin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le candidat RN et vous êtes le premier RN qualifié au deuxième tour dans ce département, hein. Alors, on va parler évidemment d'un certain nombre de problèmes. Je vais présenter très brièvement cette 9e circonscription qui se situe à l'ouest des Yvelines, qui comprend 4 cantons, le canton d'Aubergenville, le canton de Bonnières-sur-Seine, celui de Guerville et celui de Houdan. C'est une circonscription plutôt rurale, mais il y a une grande ville qui est les Mureaux, et puis il y a aussi la ville d'Aubergenville. Historiquement, c'est une circonscription qui a été tenue longtemps par la droite. Il y avait un député assez connu qui était Henri Cuq. Et puis, vous avez été élu, Bruno Millienne, en 2017, et vous demandez aux électeurs de vous refaire confiance. On va regarder les résultats du premier tour. Alors, Bruno Millienne, vous êtes en tête avec 26,34% des voix, soit 11 275 voix. Vous êtes suivi par Laurent Morin avec 22,45% des voix, 9 613 voix. Vous étiez talonné d'ailleurs par le candidat de la NUPES. Ça s'est joué à très peu, hein. Vous avez 22,45, il avait 22,25% des voix. Le candidat de la NUPES a fait un très fort score au Mureaux, mais au Mureaux, on a noté beaucoup d'abstention, 70%, je crois, d'abstention. Alors, on va commencer peut-être par cette question. Je vais commencer avec vous, puisque le tirage au sort en a décidé ainsi, Bruno Millienne, avec cette abstention. Comment vous l'expliquez, justement? Elle est plus forte d'ailleurs que dans cette circonscription que dans le reste des Yvelines, puisqu'elle a un peu plus de 52%. Comment vous expliquez cette abstention alors qu'il y a une offre politique qui est quand même très forte? C'est toujours le même débat. De toute façon, on voit bien que sur cette circonscription-là, c'est en général la circonscription où l'abstention est la plus forte sur les scrutins. Et là, ça glisse de plus en plus. C'est une progression lente mais certaine. Donc il va falloir changer des habitudes politiques de manière assez drastique. C'est la raison pour laquelle, vous savez bien, j'ai monté un think tank que j'ai mis entre parenthèses pendant les élections présidentielles et législatives pour essayer de reconnecter les citoyens avec la chose publique. Je ne parle pas de politique, je parle de choses publiques, avec des débats qui s'instaurent entre des grands témoins sur un thème particulier et des citoyens, moi n'étant là que comme loyal, on va dire, maître de cérémonie, et pouvoir répondre aux questions logistiques que se posent les citoyens. Et sur ce qu'on a fait, notamment le dernier qui était assez intéressant sur agriculture et ruralité, et transition écologique, eh bien, on a pu s'apercevoir que des positions qui étaient diamétralement opposées ont pu enfin communiquer ensemble et s'apercevoir que c'était pas aussi simple qu'on pouvait le décrire, notamment dans les médias ou simplement dans la pensée qu'on a commune de ces choses-là. Et je pense qu'il faut aussi arriver à faire ça, redonner ce pouvoir de discussion. Et pour moi, c'est important parce que ça me permettait aussi de pouvoir remonter des points, du coup, dans les différents ministères, de choses qu'on n'avait pas forcément vues. Partir, de ce que vous disiez les gens pour remonter. Laurent Morin, sur cette abstention forte, que vous regrettez, je suppose aussi, mais comment vous expliquez, qu'est-ce qui fait qu'au fond, les gens se disent, on ne se reconnaît pas dans une offre politique qui est quand même assez impressionnante, dans toutes les circonscriptions? Oui, c'est vrai que l'offre politique est importante sur l'ensemble des circonscriptions de France et en particulier la 9e circonscription, puisqu'il y avait dans cette circonscription 14 candidats, le plus grand nombre de candidats dans le département des Yvelines. Je crois qu'il y a 2 phénomènes qui expliquent ce phénomène de l'abstention. D'abord le fait que les électeurs pensent peut-être qu'en ayant voté à l'élection présidentielle, il n'y a peut-être plus d'enjeux ou moins d'enjeux aux élections législatives, alors que véritablement il y a un enjeu très important, celui de donner ou pas une majorité absolue au président de la République et en l'occurrence de lui donner ou pas les pleins pouvoirs. Donc évidemment c'est un enjeu important. Et puis le deuxième phénomène peut-être, c'est le fait que de plus en plus d'électeurs ne se retrouvent plus, ne sont plus représentés à l'Assemblée nationale et ceci est dû au fait que la proportionnelle n'est pas
mises en place de manière totale ou partielle. Et là, je dois dire... C'est un point sur lequel vous serez d'accord. Oui, alors on peut être effectivement d'accord sur le constat, sauf que vous me permettrez de dire que le président de la République, Emmanuel Macron, avait effectivement, au début de son précédent quinquennat, émis la promesse d'instaurer une dose de proportionnelle. Et malheureusement, il n'a pas pu, il n'a pas su, il n'a pas voulu le faire. Surtout. C'est le Sénat, je crois, qui s'est opposé. C'est le Sénat qui s'est opposé, monsieur, vous le savez très bien. Oui, enfin, et quant à la proportionnelle, moi je suis tout à fait d'accord, puisque le MoDem défend ça depuis sa création. Donc il n'y a pas de souci. Oui, en tout cas c'est un échec, c'est une promesse non tenue. Eh bien, elle sera tenue sur ce quinquennat. Ben, on verra ça, mais... Vous l'espérez en tout cas. Moi, je l'espère fortement. Et vous l'espérez, pour ça, il n'y a peut-être pas beaucoup de points sur lesquels vous serez d'accord. Mais celui-là, au moins, on est d'accord. Est-ce que, je vous demande à tous les deux de répondre, vous avez parlé du think tank que vous aviez créé. Est-ce que c'est un danger, au fond, pour la démocratie, cette abstention? Parce qu'on a toujours l'impression que la démocratie, c'est un système qui a toujours existé, qui existera toujours. Est-ce que c'est pas un système fragile, au fond? C'est un danger pour la démocratie. Pour rebondir sur ce que disait Laurent Morin, pour le coup, je suis d'accord avec lui. Pourquoi cette proportionnelle à l'Assemblée nationale? Parce que il vaut mieux combattre les oppositions à l'intérieur de l'hémicycle de la Chambre des représentants du peuple que de les combattre dehors dans la rue. Oui. Donc tout ce qu'on pourra créer, même le think tank, etc., oui, ça reconnecte les gens. Mais la première des choses à faire, effectivement, c'est qu'on instaure, alors je ne sais pas sous quelle forme, il faudra voir, moi je suis plutôt pour la proportionnelle intégrale à titre personnel, parce que je pense qu'effectivement la voix des citoyens doit être représentée à l'Assemblée nationale. Et ça force de toute façon la proportionnelle sur des sujets importants, sur des lois importantes, à des coalitions à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Donc ça fait un Parlement fort, qui donne un gouvernement fort, qui lui-même donne un président fort. Au contraire, l'exécutif pense toujours qu'il va être affaibli par la proportionnelle. Moi, je pense que c'est une erreur. Laurent Morin ? Oui, bah effectivement, c'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire que la proportionnelle, si elle n'est pas mise en place, effectivement, les débats de société se font dans la rue, et ça a été le cas d'ailleurs sous le quinquennat précédent, notamment avec la crise des Gilets jaunes, sur laquelle je reviendrai au moment où nous aborderons le sujet du pouvoir d'achat. Et donc, lorsque les débats se font dans la rue, ils ont tendance à devenir violents et à provoquer du chaos. Donc oui, bien sûr, il faut mettre en place la proportionnelle et, si possible, intégrale. Mais je regrette, encore une fois, je le redis, que malheureusement, du côté de la majorité présidentielle, il y a beaucoup d'effets d'annonce, mais peu d'actes en vérité sur ces sujets démocratiques. Monsieur Morin, on ne va pas réécrire l'histoire. Je veux dire, ils expliquent exactement ce qui s'est passé, vous le savez très bien. Donc, un tout petit peu d'honnêteté intellectuelle. C'était un paquet constitutionnel qui devait être voté par l'Assemblée nationale, qui a été empêché parce que le Sénat n'en voulait pas. Mais alors, dans ce cas-là, pas de promesse. Mais il aurait fallu... Non, c'est pas une question de pas de promesse. On n'a jamais eu l'occasion de le refaire. Il y a eu quelques crises. On va le faire dans ce quinquennat, parce qu'il y va de la démocratie. Et vous pouvez compter sur les forces du MoDem qui seront présentes à l'Assemblée pour pousser ça le plus fort possible. Permettez-moi d'en douter. Ah, pas pour le MoDem, non. Alors, on va parler de ce qui s'est passé au premier tour. Bruno Mulliez, vous êtes en tête dans 50 villes ou villages, sur 82, je crois. 87, pardon. Et Laurent Morin dans 32. Quel est ce qui est quand même important, et je le dis, vous êtes le premier candidat RN qualifié au deuxième tour. Quel est le message quel est le message que vous avez compris des électeurs? Je pense qu'il y a un message de mécontentement vis-à-vis de la politique qui a été menée par le gouvernement. On l'a ressenti aussi à l'élection présidentielle. Finalement, si vous regardez bien, cette circonscription, c'est vraiment une petite France. C'est vraiment une petite France, puisque même pour les résultats des élections législatives, on a, je crois, à 1% près exactement le même résultat que ce qu'on a eu au niveau national pour le premier tour de l'élection présidentielle. Donc voilà, là-dessus, il faut travailler. Il va falloir que pendant ce débat, on dise quand même un certain nombre de vérités pour que les gens choisissent en toute quiétude et en toute conscience. Mais finalement, c'est le reflet exact de ce qui s'est passé au plan national. Oui, quel est le message que vous ressentez? Oui, effectivement, c'est le reflet de ce qui s'est passé au niveau national, c'est-à-dire que la majorité présidentielle régresse, puisqu'elle perd au niveau national, et y compris dans la 9e circonscription, elle perd énormément de points. 6 points au niveau national, M. Millienne passe de 37% en 2017 à 26% en 2022. La NUPES, elle, régresse aussi. LR disparaît. La NUPES régresse. Les composantes de la NUPES en 2017 réalisaient un score.
par rapport à la gauche. Par rapport à la gauche de 25%, alors que maintenant ils réalisent 23%. Donc ils sont en régression, contrairement à ce que les médias essayent de nous faire croire sur une dynamique autour de Jean-Luc Mélenchon, ça n'est pas vrai. Et puis l'événement important, je crois, dans les Yvelines, c'est la disparition de la droite. Il n'y a plus aucun représentant de la droite au second tour. Ils flanchent complètement, ils perdent 7 points au niveau national. Et deux députés sortants LR ne sont pas qualifiés au deuxième tour. Exactement, et puis des scores même très faibles de certains de leurs représentants, par exemple sur la 8e circonscription, Michel Vialet qui fait moins de 8%. Donc, et nous concernant, donc tous les partis sont en régression. Et donc le seul parti en dynamique, c'est bien le Rassemblement national, puisqu'au niveau national, nous augmentons nos scores. Et dans cette circonscription, nous augmentons très fortement nos scores, puisque nous passons de 15 à 22%, de 6 500 électeurs à 9 613 électeurs. Je réalise même un score plus important que Jean-Marie Tétart en 2017, alors qu'il était maire de Houdan. Jean-Marie Tétart était le député de droite républicaine qui vous a précédé, et que vous avez battu en 2017. Voilà, je précise ça. Tout à fait. Et donc, effectivement, on voit que la dynamique nationale du Rassemblement national s'est appliquée dans la 9e circonscription, et même un peu plus, puisque je réalise un score un peu plus important que celui de Marine Le Pen au premier tour. Et je crois que cela s'explique par une implantation depuis plusieurs années dans cette circonscription. J'habite la circonscription. Je me suis présenté aux élections départementales sur le canton de Bonnières. J'ai été élu au sein de la communauté urbaine GPSO, dont une partie des communes est présente sur la 9e circonscription. Donc je crois que l'implantation plus la dynamique nationale explique le score important que nous avons réalisé dans la 9e circonscription. Vous vouliez... moi j'ai une interrogation quand même, Laurent Morin, excusez-moi d'avoir cette interrogation, mais si votre implantation locale et si vraiment votre progression a été si forte que ça, pourquoi n'avez-vous pas conservé la mairie de Mantes-la-Ville ? Oui, alors là on parle d'un autre sujet, on parle d'une élection municipale. On parle d'une élection. Si vous aviez eu une gestion exemplaire de la ville de Mantes-la-Ville, vous auriez gardé cette ville. Vous l'avez pas. Dans le maire était Cyril Note. Dans le maire était Cyril Note. On connaît les circonstances et d'ailleurs les pressions auxquelles vous avez succombé par rapport à des candidats aux élections municipales, un candidat de droite notamment aux élections municipales, vous êtes permis d'intervenir dans cette élection. Je trouve. C'est quand même Enfin, vous n'êtes pas député de la 8e circonscription. Chaque citoyen a le droit de s'exprimer. Oui, enfin, je trouve que c'était particulièrement indécent de la part d'un député d'une autre circonscription d'intervenir dans cette élection. Je ne rentrerai pas d'ailleurs dans les détails de Mantes-la-Ville. Je ne rentrerai d'ailleurs pas dans les détails des circonstances de cette élection, mais il y a eu un certain nombre d'irrégularités très fortes. Et finalement, effectivement, nous perdons, mais de manière honorable, avec 44%. Je pense que d'ailleurs, quand on est sur le terrain à Mantes-la-Ville, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup de Mantes-Villois qui regrettent en fait d'avoir voté pour nos adversaires de l'époque et qui regrettent qu'on ne soit pas réélu. Je suis toujours conseiller municipal à Mantes-la-Ville. Sur la 8e. Qui est de la 8e sur la 8e, et j'habite dans la 9e. Vous habitez où, sans indiscrétion ? Ça ne vous regarde pas. Ah oui, parce que moi on m'a dit que vous n'habitiez pas sur la 7e. Eh bien, vous avez de très mauvaises informations. C'est tout. Moi j'habite Jumoville, si vous voulez passer, c'est un joli petit village. Il y avait, alors je fais un point sur les chronos. Bruno Mélienne, vous avez utilisé un peu moins de 4 minutes et Laurent Morin, vous en êtes un peu plus de 5 minutes pour l'instant. Mais c'était ce que vous abordiez une question qui est intéressante. Vous avez fait alors chez les partisans, enfin chez les macronistes, on ne sait pas très bien si dans le cas où il y aura un duel entre la NUPES et un RN, certains choisissent les uns, d'autres les autres, d'autres ne se prononcent pas. Vous avez été très clair là-dessus. Vous avez dit, si j'avais le choix entre un RN et un NUPES, je voterais plutôt NUPES parce que le combat contre l'extrême droite a été toujours le combat de ma vie. En gros, c'est ça. Oui, d'abord ça a été le combat de ma vie parce que moi j'ai eu la chance d'être élevé à l'étranger, donc de m'ouvrir à d'autres cultures, et que ce relan, même si vous avez ripolliné la façade, mais ce relan xénophobe que vous avez toujours dans votre programme, vous savez, ça ne marche plus, ces arguments ne marchent plus. Mais ils sont toujours là. D'autant plus que vous me connaissez très mal. Bon, je vais vous laisser parler, j'aurai plus de temps. Vous me connaissez très mal. Et quand vous parlez d'ouverture d'esprit, si vous connaissiez mon parcours, vous parlez notamment de l'étranger. Je ne dis pas que vous n'en avez pas, je parle du programme du Rassemblement national. Je ne mets pas en cause vous. Bon, voilà, donc ne prenez pas tout non plus pour vous. Vous parliez de votre cas personnel, donc je comparais au mien. Vous disiez que vous étiez parti vivre à l'étranger, travailler à l'étranger. Non, pas du tout. J'ai passé mon enfance là-bas, j'ai pas travaillé là-bas. Ce qui a également été mon cas. Donc, passé quand même 18 ans à l'étranger. Donc, de plus loin que je me souvienne, j'ai combattu l'extrême droite. Toujours. NUPES, ça dépend des candidats. Moi, j'oublie pas que dans cet attelage baroque, oui,
il y a quand même des socialistes, des communistes et des écologistes. Et moi, mon sentiment, tel que je livre à chaque fois qu'on me pose la question, c'est que je pense qu'au moins pour les socialistes, puisque je pense qu'ils auront un groupe à l'Assemblée nationale, cet attelage va s'arrêter assez vite. C'est-à-dire que dès que tout le monde sera mis en place, eh bien NUPES va exploser parce qu'il y a trop de différences programmatiques entre la France insoumise et les socialistes. Ils ne peuvent pas rester comme ça, parce que d'abord, il y a encore beaucoup de gens de gauche, il y a beaucoup de sociodémocrates qui existent, et si le Parti socialiste veut mourir, mais il n'a qu'à suivre comme un seul homme Jean-Luc Mélenchon, et le Parti socialiste mourra. Donc je pense que cette alliance, qui est une alliance de circonstances uniquement pour les élections, ils ont bien réussi leur coup, parce que quand on regarde les sondages, ils vont arriver quand même avec ils vont augmenter le nombre de leurs... Ils vont augmenter le nombre de leurs députés, n'est qu'une alliance de circonstances. C'est pour cela que d'un côté, j'ai effectivement le Rassemblement national, qui a le mérite au moins de ne pas se cacher derrière son petit doigt et qui reste Rassemblement national. D'ailleurs, ils n'ont pas fait d'accord avec Reconquête, je suis obligé de vous le concéder, d'accord ? Et de l'autre côté, cet attelage, et dans cet attelage, il y a des gens avec qui j'ai déjà travaillé, avec qui je serai en capacité de retravailler. Avec vous, ça sera plus compliqué. Laurent Morin, j'ai relevé une déclaration que vous avez faite parce que j'ai l'impression quand même que tout le monde recherche un peu les voix les voix qui existent, les voix de la NUPES. Vous avez dit d'ailleurs, vous en appelez aux électeurs au fond qui ont voté pour le candidat de gauche au premier tour, en disant j'appelle les électeurs de gauche à être libres de leur choix. Voilà, je fais également appel aux abstentionnistes et aux électeurs patriotes. Vous espérez qu'un certain nombre de gens qui sont prononcés pour le candidat de la NUPES au premier jour se tournent vers vous ? Écoutez, si l'on regarde les études qui sont sorties au lendemain du second tour de l'élection présidentielle, on constate que seuls 38% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon ont voté Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il y a 62%, une majorité des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, qui n'ont pas voté pour le président sortant. Soit ils se sont abstenus, soit ils ont voté Marine Le Pen. À combien de pourcents ? Et à 18% pour Marine LePen, et le reste en abstention. Que la France insoumise, on est bien d'accord. Là, c'est pas NUPES. Ce que je veux vous dire, c'est que le front républicain auquel vous vous référez sans cesse est terminé. Non, mais laissez-moi répondre à M. Carnot. Mais non, c'est pas une question de front républicain. J'ai expliqué très bien. Il n'y a pas de front républicain. Il y a quelque part le Rassemblement national, pour moi, qui n'est pas démocratique. Et dans la NUPES, il y a des gens qui sont des sociodémocrates avec qui je peux travailler. Compris que vous aviez une certaine... Vous dites que le front républicain, ça ne marche plus, quoi, en gros. Hein. Le front républicain ne marche plus. Et je pense qu'effectivement, pour revenir à la circonscription qui nous intéresse, je pense qu'il y a sans doute une majorité d'électeurs du candidat représentant Jean-Luc Mélenchon qui ne voteront pas pour M. Milliem. Tout simplement parce qu'ils vont s'attacher aux idées et pas aux effets d'annonce, pas aux postures politiques. Et les idées, quelles sont-elles ? Eh bien, ce sont les idées de la Macronie, c'est-à-dire une déconstruction sociale, un saccage du système social. Et je pense que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon ne veulent pas cela, ne veulent pas une retraite à 65 ans, ne veulent pas la déconstruction de notre système social pour lequel les Français se sont battus depuis très longtemps. Et je pense qu'ils reproduiront sans doute la proportion approximativement que je vous ai citée, la proportion qui a été celle de l'élection présidentielle. Et je pense, d'ailleurs j'en ai rencontré sur le terrain un certain nombre de militants de Victor Paillac qui me disaient effectivement leur rejet, qui était le candidat de Jean-Luc Mélenchon de NUPES, et qui me disaient leur rejet de manière générale, et ça n'a rien à voir avec les personnes bien sûr, mais le rejet de la politique incarnée par M. Macron, par M. Millien. Et il est tout à fait probable qu'une grande partie de cet électorat se retrouve sur ma candidature. Est-ce que vous plaidez pour ce qu'on appelle parfois une alliance des populistes, au fond ? Et parce qu'on dit parfois que la gauche mélenchoniste est populiste et que la droite de Marine Le Pen est populiste. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une division artificielle effectivement du peuple et qu'aujourd'hui nous sommes face à un gouvernement et à un pouvoir oligarchique qui concentre l'ensemble des pouvoirs, les pouvoirs technologiques, les pouvoirs médiatiques, les pouvoirs politiques, les pouvoirs financiers, et que face à ça, si le peuple reste divisé, il sera écrasé, comme il l'a été les 5 dernières années. Il le sera encore plus dans les 5 prochaines années. D'ailleurs, la majorité présidentielle a d'ores et déjà dit que dès cet été, ils mettront en place des réformes radicales et profondes. Donc c'est pour ça que moi, personnellement, je pense que la majorité présidentielle peut être définie comme l'extrême centre. Et moi, j'appelle à tous les électeurs, quels
quel qu'il soit, faire barrage à cet extrême-là, à l'extrémisme de M. Macron. Est-ce que vous voulez répondre à ça? Parce que vous avez 2 minutes de retard, donc vous avez un peu de temps pour répondre si vous voulez. C'est tout contre Macron. Bon, ça, on l'avait bien compris. Au moins, vous avez un point commun avec la NUPES. Au programme. Je pense qu'on va oui, parler on va parler des 3 thèmes dont on va parler, mais à moins que vous vouliez en parler tout de suite. C'est marrant parce que moi aussi, j'ai rencontré des électeurs de Victor Paillac qui me disaient exactement l'inverse de ce que dit M. Laurent Morin, mais ça prouve bien que les avis sont partagés là-dessus. Peut-être que ceux que vous avez rencontrés étaient un petit peu plus radicaux que ceux que j'ai rencontrés. C'est pour ça que je pense que les sociodémocrates sauront faire les choses, la part des choses. Et puis on verra bien. De toute façon, personne n'est comptable des électeurs de personne. Donc voilà. La seule chose qu'on peut faire, c'est essayer de convaincre les gens entre un programme qui est réaliste, économiquement tenable, si on parle d'économie, et puis un programme qui l'est un petit peu moins. Mais ça, je suppose qu'on va rentrer dans la discussion plus avant là-dessus. Alors, on peut aborder le thème, un des thèmes qui est très important, c'est celui du pouvoir d'achat, surtout dans une circonscription rurale, je le disais, donc où il y a sans doute un problème fort qui se pose de ce point de vue. Vous voulez commencer, Bruno Milienne, là-dessus ? Si vous voulez. Moi, je voudrais simplement dire une chose, c'est que je ne pense pas qu'on ait attendu la fin du quinquennat pour parler pouvoir d'achat. Il y a quand même des choses qui ont été faites que les gens ont peut-être un petit peu oubliées, entre la suppression de la taxe d'habitation, les primes Macron, l'augmentation du minimum VS, de l'allocation adulte handicapé, qui ne s'était pas fait depuis au moins 20 ans. Donc on est comptable, on arrive avec une situation donnée, on est comptable de cette situation, on l'a quand même améliorée. Et puis il y a des gens qui ont oublié une chose, c'est la suppression des cotisations salariales. Je ne sais pas si vous venez ça, c'est tombé en 2018, et ça a quand même fait... Alors vous allez me dire, c'est pas beaucoup, mais en pourcentage par rapport à un SMIC, ça représente quand même quelque chose. C'est fait 17 € net par mois en plus pour quelqu'un qui est au SMIC. À l'époque, on était dans aucune crise. Donc c'était vraiment de l'augmentation de pouvoir d'achat que donnait le gouvernement à tous les citoyens hors période de crise. Et là, tout ça, mais on en a fait bien d'autres. Vous savez, des avancées sociales, on en a fait. Il y en a une qui me revient en mémoire parce que je pense un petit peu aux femmes dans ces cas-là. C'est notamment le fait que maintenant, une femme divorcée, dont le mari est indélicat et ne paye pas les pensions alimentaires, s'adresse directement à la CAF et reçoit sa pension alimentaire, et c'est l'État qui se retourne vers le mari. Toutes ces petites choses. Alors évidemment, nous, c'est pas des slogans. Hein. On ne dit pas on va faire le SMIC à temps, on ne dit pas on fait la retraite à 60 ans, on en reparlera peut-être, mais la retraite à 160 ans sans savoir ni comment, enfin j'ai compris, moi j'ai pas tout compris, mais j'ai compris que c'était à 60 ans à condition de commencer à travailler avant 20 ans. Pas beaucoup de gens qui travaillent avant 20 ans. Le problème, c'est vous ne connaissez peut-être pas, mais il y en a. Il y en a, oui, mais il y en a quand même un peu moins. Et puis surtout aussi cette histoire de supprimer l'impôt sur le revenu pour les jeunes de moins de 30 ans. Si vous êtes un start-upper ou un joueur de foot qui gagne des millions à 29 et 30 ans, vous n'allez pas payer l'impôt, alors que l'ouvrier à 31 ans, lui, il va payer plein pot. Donc il y a quand même dans ce que vous mettez, et puisqu'on est sur le pouvoir d'achat, je vais revenir un tout petit peu sur l'histoire de la TVA, parce que la TVA, c'est bien beau, mais vous le savez en plus, c'est ça qui est terrible. C'est en cela où vos propositions, Patrice Carmouze le disait tout à l'heure, sont qualifiées un petit peu de populistes. Vous dites que vous allez baisser la TVA, vous allez mettre la TVA à 0 sur les produits de première nécessité. Mais la baisse de TVA n'a jamais profité aux citoyens. D'abord, c'est injuste, parce que vous mettez à 0 pour tout le monde, donc c'est pas ciblé. Je suis désolé, hein, le gars qui roule en Ferrari, il n'a pas besoin qu'on lui mette la TVA à 0. Hein. Celui qui a besoin de pouvoir d'achat, c'est celui qui est au SMIC. Donc, c'est injuste et ça n'a jamais profité réellement aux citoyens. Je vais vous prendre le dernier exemple en date. C'est pas compliqué. La TVA qu'on a baissée pour les restaurateurs. 14,1% de moins. Bénéfice pour le consommateur, 1,9%. Oui, donc, faire croire aux gens que quand vous allez passer de 5,5 à 0 pour l'alimentation, par exemple, pour les produits de première nécessité, ils vont gagner 5,5 de pouvoir d'achat, c'est factuellement faux. En plus, cette mesure-là, je ne sais pas où vous récupérez l'argent, il va falloir faire des impôts. 110 milliards, ça coûte votre programme par an. 110 milliards. Alors, le programme, effectivement, dans lequel il y a ces mesures qui ont été proposées par Marine Le Pen pendant l'élection présidentielle et que nous porterons à l'Assemblée nationale par l'intermédiaire de notre groupe que nous allons, je pense, réussir à constituer de manière puissante, ce sont des propositions. Bruno Milienne n'a sans doute pas étudié précisément le projet de Marine Le Pen, mais ce sont des propositions qui sont chiffrées et qui sont financées. Financé par quoi? Parce que tous les économistes disent que ça ne l'est pas. Hein. Oui, enfin, vos économistes... Non, pas les miens. Non, mais pas... qui viennent. C'est pas les miens, moi. Pas de leçons, s'il vous plaît, et un peu d'humilité. Pas de leçons et un peu d'humilité sur les experts auxquels vous faites référence. Parce que ces experts, et notamment un certain nombre qui font partie de ceux qui vous conseillent, nous ont amené aujourd'hui dans le mur. La dette a explosé.
vous êtes en déficit public, déficit commercial, les services publics s'effondrent, l'hôpital s'effondre, la santé s'effondre, comment vous faites rentrer l'éducation s'effondre et la sécurité s'effondre. Donc s'il vous plaît, pas de leçons. Mais ça, on sait qu'on a tout mal fait, bien sûr. Pas de leçons à recevoir de votre part. On a juste sauvé les entreprises et les salariés pendant la crise. Le programme de Marine Le Pen était chiffré, financé, avec un certain nombre de mesures à prendre, notamment sur l'immigration, la réduction de la contribution de la France à l'Union européenne. Et cela... vous sortez de l'Europe. Non, vous voyez comment vous caricaturez. Mais je caricature pas, monsieur. Est-ce que j'ai parlé de la sortie de l'Union européenne? Est-ce que j'ai parlé de la sortie de l'Union européenne? Pas du tout. Je dis simplement réduire la contribution. Les syndicats de copropriété. Je dis simplement. Je dis simplement réduire la contribution de la France. Mais bien sûr que si on le peut. Bien sûr que si on le peut. De toute façon, sur les règles européennes, je vois pas vraiment ce que vous connaissez. Donc moi, j'aimerais revenir quand même sur si le monsieur le député sortant. Pardon, monsieur Morin, mais j'ai daignait de ne pas m'interrompre. J'aimerais quand même revenir sur un point. Parce que moi, il y a un point qui m'a énormément choqué ces 5 dernières années, puisqu'on parle du pouvoir d'achat et que j'ai la chance, pour la première fois, d'être face à M. Millienne, c'est de lui dire que j'ai été particulièrement choqué par le zèle dont il a fait preuve sur les plateaux de télévision pendant quasiment une année, tous les samedis, à soutenir une répression féroce contre des citoyens qui, justement, étaient pris à la gorge par le problème du pouvoir d'achat. Vous parlez des Gilets jaunes? Je parle des Gilets jaunes, bien sûr. Je trouve que c'est absolument indigne de la part d'un député, tout ce qu'il a pu dire pendant cette crise-là. Citez-moi. Oui, enfin... chacun pourra retrouver cela. Mais je dois dire que cette politique brutale soutenue avec zèle par M. Millienne a été effectivement indigne, indécente et choquante. Parce que la destruction de l'Arc de Triomphe, il fallait laisser faire. Non, mais là vous confondez les Black Blocs auxquels vous ne vous attaquez jamais et avec les honnêtes citoyens qui manifestaient et que eux vous avez réprimés. Les représentants du Rassemblement national s'en prennent un peu aux policiers, mais enfin bon. Comment? Non, c'est rare quand on représente le Rassemblement national contre les Black Blocs, mais la majorité présidentielle ne s'en est jamais pris aux Black Blocs, mais aux honnêtes citoyens. Donc je tiens à dire que finalement c'est cohérent, puisqu'ils mènent une politique brutale et méprisante, qu'ils sont dans la déconstruction de la France, et donc il est tout à fait logique, dans leur logique à eux, de déconstruire les valeurs qui sont les valeurs de la France, et notamment celles qui sont inscrites dans notre devise, la liberté, l'égalité et la fraternité. Ça nous éloigne du pouvoir d'achat, ça. Non, pas du tout, parce que l'égalité et la fraternité a été détruite à l'occasion de la crise des Gilets jaunes. La liberté a été détruite. Je vous dis l'égalité et la fraternité. La liberté a été détruite. Avec des manifestations qui se déroulent tous les samedis. Vous ne m'écoutez pas, monsieur Millienne. Vous ne m'écoutez pas. Vous ne m'écoutez pas. Vous parlez de liberté. Chacun est libre. D'égalité et de fraternité. Je vous parle d'égalité et de fraternité à l'occasion. Mais si vous ne me coupez pas à chaque fois, j'ai l'impression que vous êtes assez fébrile, monsieur Millienne. Pas du tout. Alors laissez-moi terminer. Allez-y. Voilà. Je vous parle d'égalité et de fraternité au moment de la crise des Gilets jaunes. Et je vous parle de liberté au moment de la crise sanitaire. Vous avez réussi à déconstruire ces 3 valeurs qui sont les valeurs cardinales de notre pays. Et en cela, vous êtes des déconstructeurs, des liquidateurs et même des destructeurs de l'harmonie de notre pays. Et c'est contre cela que nous essayons de lutter. C'est une attaque forte, vous pouvez si vous voulez. D'abord, M. Morin a été incapable de citer la moindre de mes paroles sur les plateaux télé, où j'ai toujours condamné quand il y avait des violences policières prouvées, j'ai toujours dit que si un policier était accusé de violence et que c'était avéré, il devait payer. Je n'attaque pas les policiers, j'attaque les consignes gouvernementales. Du coup, c'est vous qui me coupez, vous devez être un peu fébrile. Ça, première chose. Deuxième chose, j'ai condamné les violences de certains manifestants, et il n'y avait pas que des Black Blocs, excusez-moi, il n'y a pas eu que les Black Blocs qui ont été violents, contrairement à ce que vous voulez faire croire. Il n'y avait pas d'un côté les Black Blocs et de l'autre côté de gentils manifestants. Pour l'essentiel, ça s'est évidemment produit comme ça. D'ailleurs, si vous faites référence au rapport des policiers, ils savent très bien qui étaient ceux qui fomentaient les violences. D'accord. Première chose. Deuxième chose, moi je ne sais pas, j'ai fait des manifestations, en général, quand j'ai fait des manifestations, les manifestations étaient 1, encadrées et 2, autorisées. Quand tous les samedis, vous défiliez de manière non autorisée, vous transgressez la loi. Vous êtes d'accord avec moi? Mais vous avez provoqué cette crise. Non mais attendez, là vous vous défaussez. Vous avez provoqué cette crise. La crise des Gilets jaunes, monsieur, la vérité, c'est qu'effectivement, derrière, il y a eu le grand débat. Peut-être que ça a duré trop longtemps, je peux vous l'accorder, mais derrière, il y a eu le grand débat, et derrière, il y a eu 17 milliards d'euros mis sur la table pour ces gens-là. Donc vous ne pouvez pas dire que rien n'a été fait là-dessus. Et puis, vous avez bien attisé le feu quand même. Oui, monsieur Morin, vous le savez très bien. Au départ, vous avez tenté une récupération, ça n'a pas marché.
Donc vous avez plié les Nous sommes solidaires de ceux qui souffrent de votre politique. Et les dégâts sociaux que vous provoquez. Est-ce qu'on peut passer peut-être parce que ce qui intéresse aussi les gens, c'est ce qui va se passer dans les années qui viennent. Alors il y avait un autre thème qui était important aussi, c'est celui de l'environnement. On le voit là, il y a une période une plume de chaleur, comme on se dit. C'est un des phénomènes qui va se reproduire très souvent, semble-t-il. On sent le réchauffement climatique. Est-ce que là-dessus vous avez... Et c'est vrai que je rappelle cette circonscription qui est assez rurale. Donc vous parliez tout à l'heure du rapport entre l'agriculture et le défi environnemental. Là-dessus, est-ce que vous avez des propositions très concrètes? D'abord, concrètement, il a été quand même fait beaucoup de choses pendant ce quinquennat, même si les gens ne le disent pas. Je vous prendrai quelques exemples. La fin du plastique unique, c'est quand même nous qui l'avons voté. La loi sur le recyclage qui commence à bien fonctionner, contre le gaspillage et pour l'économie circulaire, a bien fonctionné. Je vais revenir à un point parce que je sais que ça va m'être reproché. Je vais revenir un petit point sur la Convention citoyenne, puisque je suis sûr qu'on va en parler. La Convention citoyenne, c'était quelque chose de très bien qu'a mis en place le président. Au moment où il l'a mise en place, il a dit « Je livrerai sans filtre les propositions de la Convention citoyenne au Parlement ». Parce que le Parlement, c'est à lui de légiférer. Jusque-là, tout le monde est d'accord, on consulte, c'est normal. Si les citoyens nous font des propositions, et c'est ce qu'ils ont fait, eh bien le Parlement doit travailler dessus et doit amender et retenir et faire progresser les choses. Il y a juste eu un tout petit problème. Toute la première partie de la Convention citoyenne s'est très très bien passée, puisque c'était la partie, on va dire, de formation des citoyens qui n'étaient pas forcément au fait de la chose climatique pour beaucoup d'entre eux, puisqu'ils ont été tirés au sort. Il y en a qui avaient une connaissance très partielle du réchauffement climatique. On ne peut pas leur en vouloir. Tout le monde ne s'intéresse pas forcément à tous les sujets. Ça a été merveilleusement bien fait par les équipes en place. La deuxième partie, en revanche, et là, moi, je me suis un petit peu posé en faux par rapport à la deuxième partie sur l'énoncé des propositions. Les propositions ont été faites par la base d'audition. Jusque-là, rien à dire. La transition énergétique et écologique est très importante pour notre pays, mais pour tout le monde. Mais il faut entraîner tout le monde, donc aussi bien les citoyens que les filières économiques. Or, sur les auditions qui ont été faites, sur 100 auditions qui ont été faites, 94 auditions ont été faites auprès des associations environnementales et des ONG environnementales. Je n'ai pas de souci là-dessus. Et 6% seulement sur le monde économique. Ce qui est arrivé, on est arrivé à des choses un petit peu paradoxales, puisque nous, on a reçu la présidente des 150 à Flins chez Renault, où elle a appris de la bouche du directeur général de Renault que Renault allait arrêter en 2025 les voitures électriques. Elle ne le savait pas. Donc on a eu un certain nombre de propositions. Le président avait dit qu'il demandait 3 jokers, il a pris 3 jokers. Et dans ces propositions-là, j'en profite pour expliquer, parce que ça a été mal perçu par les gens. Dans ces propositions-là, il y en a qui étaient des propositions purement réglementaires. Donc, ça, on va le donner, et puis à nous de vérifier qu'effectivement la réglementation va changer. Il y a des propositions qui n'ont de sens que dans un cadre européen et qui sont en train d'être votées d'ailleurs à l'Europe. Et puis, il y avait les propositions qui dépendaient du Parlement, donc celles-là, on les a travaillées. Il y a eu, moi, si j'en retiens qu'une, je sais parce que j'ai beaucoup travaillé dessus, ça fait près de 30 ans, avant qu'on vote la loi climat et résilience, ça faisait près de 30 ans qu'on essayait de rénover enfin les bâtiments et qu'on les rende thermiquement acceptables. Toutes ces passoires énergétiques qui sont placées en FSG. Pour la première fois, moi ça me paraissait une aberration, mais pour la première fois, on a réussi à mettre un mécanisme en place qui permet aux gens qui sont dans des logements F et G, propriétaires de logements F et G, de pouvoir enfin rénover leurs bâtiments sans avoir de reste à charge à payer. Parce qu'il y a 2 mécanismes qui existent. Un, par la banque postale avec un prêt à taux zéro, mais dont la mensualité de remboursement est largement inférieure aux gains qu'ils vont faire en rénovant leur maison, et l'autre que vous pouvez faire avec les droits de mutation au moment où vous vendez ou au moment où vos enfants héritent de vos logements. Et on fait passer tous ces bâtiments-là en C. Ça représente aujourd'hui, les demandes là pour 2022 affluent, en 2021 on a fait 750 000. Depuis qu'on fait ça, depuis qu'on fait de la transition énergétique et écologique, notamment sur les bâtiments, c'est la première fois que ça arrive. D'accord ? Avant, vous étiez en F en G, si vous aviez 4 400 € à payer a priori, je suis désolé, 4 400 € là, pour répondre au pouvoir d'achat. Et c'est une mesure concrète, en fait. Ça, moi, je préfère ces mesures concrètes-là.
si on a le temps. Mais là, vous me lancez sur un sujet, malheureusement, qui est un peu... Oui, parce que malheureusement, déjà, on a débordé un petit peu, mais Laurent Morin, là, sur ce thème de l'environnement et de la transition écologique. Alors. Pour faire un très bref résumé de ce qui vient d'être dit, je constate que les propositions qui sont faites ne sont que des propositions sur les conséquences de la problématique environnementale, alors qu'en fait, il faudrait s'attaquer aux causes. Et les causes, quelles sont-elles ? Les causes, c'est le modèle économique que défend la majorité présidentielle et bruno-millienne, le modèle économique ultralibéral qui effectivement est responsable de la destruction de notre environnement, de l'aggravation de notre environnement. Et ça, je constate que M. Millienne n'en parle pas. Il a d'ailleurs... il ne s'est pas opposé au vote du CETA, le traité de libre-échange avec le Canada. Non, j'ai bien vérifié. D'ailleurs, ça a été dit sur les réseaux sociaux. Oui, c'est bien ce que je dis. Vous ne vous êtes pas opposé. Vous ne vous êtes pas opposé. J'ai une explication. Non, mais attendez, je termine. Vous ne vous êtes pas opposé à ça, donc vous soutenez quelque part ce modèle qui est effectivement destructeur. Oui, mais enfin, si vous étiez contre ce modèle ultralibéral, vous auriez voté contre. 30 secondes tout à l'heure, moi, j'aurais voté contre, par exemple. Mais de toute façon, vous savez faire que voter contre au RN. Non, pas du tout. Lorsque des mesures sont bonnes, on vote favorablement. Aucune au Parlement pendant 5 ans. Si vous me permettez de terminer ce que j'avais à dire, monsieur le député sortant. Donc ce sujet, effectivement, du modèle économique est absolument central. Il faut cesser d'importer des produits de l'autre bout du monde alors que nous pourrions les produire ici. Nous avons vu à l'occasion de la crise sanitaire qu'effectivement nous étions dans l'incapacité de produire un certain nombre de produits absolument essentiels au niveau pharmaceutique, au niveau des masques, etc. Donc il faut... réindustrialiser notre pays, relocaliser, faire jouer le localisme, les circuits courts. Donc ça, c'est le modèle que nous défendons. Ça fait pas très longtemps qu'on dit ça, quand même. Nous avons été les premiers à le dire. Et c'est le modèle que nous défendons et ce n'est pas le modèle de la majorité présidentielle. Et je voudrais aborder un autre sujet sur le sujet de l'environnement, puisque on ne le sait pas assez, mais on pense que la région Île-de-France n'est pas sujette à l'implantation d'éoliennes, mais c'est faux, il y en a dans le sud du département. Et si l'on regarde le schéma régional éolien, vous êtes contre les éoliennes ? Si l'on regarde le schéma régional éolien, on constate que dans la 9e circonscription, il y a toute une zone qui pourrait être susceptible d'accueillir des éoliennes à terme. Et effectivement, nous, le Rassemblement national, et moi en particulier, puisque je suis très attaché à l'environnement, vous parliez tout à l'heure de vos expériences à l'étranger. J'ai beaucoup voyagé à l'étranger dans des voyages un peu initiatiques, très proches de la nature, si vous voulez. Donc la nature, pour moi, c'est quelque chose d'important. S'il y avait des projets d'implantation dans la 9e circonscription, ce qui pourrait être le cas, je m'y opposerais effectivement de manière tout à fait féroce. Vous pensez en plus de ça... De façon générale, il n'y a que le nucléaire qui peut nous permettre d'affronter les problèmes de... Je pense que dans le mix énergétique, effectivement, il y a d'abord, il faut partir du principe qu'il n'y a pas d'énergie propre. Ça n'existe pas. Il y a des énergies plus propres que d'autres, mais il n'y a pas d'énergie propre. Et parmi les énergies les plus propres, effectivement, le nucléaire, l'hydroélectrique sont deux énergies essentielles. Il y en a d'autres que nous avons développées dans le projet présidentiel de Marine Le Pen, notamment l'hydrogène, mais en aucun cas le photovoltaïque et l'éolien est une énergie propre. L'éolien est produit avec des éléments qui sont non recyclables. Il artificialise la terre, il détruit la faune. Il détruit le tourisme aux alentours de l'implantation de ces éoliennes. Il dévalorise les biens et surtout, c'est une énergie intermittente. C'est-à-dire que quand elle ne produit pas d'électricité, on est obligé de la compenser. Et ça a été le cas en Allemagne, par exemple, avec la réouverture d'usines à gaz qui, du coup, détruisent encore plus l'environnement. Donc l'éolien et le photovoltaïque sont de fausses bonnes idées et je m'y opposerai dans la 9e circonscription de toutes mes forces. Vous êtes à égalité de temps, à peu près. Je peux juste un peu. Alors, ça va prendre un peu sur votre carte blanche. Oui, c'est pas grave. C'est factuellement faux sur le recyclage des éoliennes. Les pales sont non recyclables. L'éolienne, aujourd'hui, les nouvelles qui sortent, elles sont recyclables à 93%. Enfin, Quant au socle, celui qui a mis l'éolienne est tenu de l'enlever. Et de partir. Quand nous démantèlerons effectivement les éoliennes. Oui, enfin, ça va nous coûter 2,5 milliards. Et c'est un choix, monsieur. Et 20 000 emplois. Quand on fait de la politique, c'est un choix. Et 20 000 emplois, ça ne vous pose pas de problème, les emplois, vous qui défendez les emplois pourront être développés dans le développement de l'hydrogène, par exemple. J'en enlève 20 000 là, j'en retrouve 20 000 là-bas, il n'y a aucun problème. Sur le sujet de l'emploi, excusez-nous, mais alors là, excusez-nous, qui a fait baisser le chômage? Vous n'avez pas fait baisser le chômage. Si on au plus bas depuis 40 ans pour les jeunes. Si on regarde toutes les catégories, il n'y a pas de baisse de chômage. Les mêmes mesures depuis
depuis toujours. Je vais répondre à ça. Donc, si l'on regarde les chiffres du chômage, toutes catégories confondues, il n'y a absolument pas de baisse. Et surtout, il y a une ubérisation, une précarisation des emplois qui sont créés, aussi bien chez les salariés que dans les micro-entreprises. Et ça n'est pas une solution, je pense, décente pour les travailleurs et les jeunes chefs d'entreprise que de leur proposer cette précarisation de la société. Mais les entreprises, quand même, demandent des salariés, non ? Vous savez que sur les 3 millions d'emplois proposés là, pour l'année 2022, 70% sont des CDD ou des CDI, donc on est loin de la précarisation. Voilà. C'est vous qui le dites. Non, c'est les entrepreneurs. On passe aux cartes blanches, si vous êtes d'accord. Qui commence Non, je crois que c'est vous. Ah, c'est moi qui commence, oui. Pardon. Je veux être poli, mais bon. Non, mais moi, ma carte blanche, elle va concerner plutôt la 9e circonscription. Oui. Je voudrais m'adresser aux concitoyens de la 9e circonscription, leur expliquer pourquoi, malgré tout le respect que j'ai pour M. Morin, élire un député RN, qui plus est dans l'opposition à Emmanuel Macron sur la 9e circonscription, ne leur servira à rien. On a commencé à mettre en place des choses sur la circonscription. On a commencé à travailler, notamment avec l'usine Renault de Flins, qui va libérer des terrains pour pouvoir installer des filières, puisqu'on parlait de transition écologique et de transition énergétique, des filières de rétrofit, notamment pour les poids lourds, parce que ça va être un vrai sujet, parce que là, il y a du retard, donc pour pouvoir commencer à créer ces filières-là. Et on commence à travailler sur cette vallée de Seine, dont Flins, mais pas que Flins, pour essayer de refaire ce qui existait dans les années 70. C'était la vallée de l'automobile, mais là, on va en faire la vallée de l'automobile de demain. On a commencé à faire en sorte que la désertification médicale, elle n'a pas disparu, mais elle soit moins importante. La preuve, on a créé partout en France pratiquement 2000 maisons de santé, 2000 maisons de santé, et puis surtout, on a obtenu quelque chose. Je ne l'ai pas obtenu tout seul, moi je vais être complètement honnête. Je l'ai obtenu avec le maire de Houdan, Jean-Marie Tétart. On a réussi à faire classer l'hôpital de Houdan en hôpital de proximité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plus de subventions. Ça veut dire un centre de santé qui ne fermera pas, ce qui était la grande crainte des habitants de Houdan parce qu'il n'y a plus de généralistes. Et ça veut dire aussi un mammographe neuf. Et puis la dernière chose qu'on va essayer d'obtenir, c'est un centre d'urgence des urgences, je dirais, de la bobologie, pour essayer de désengorger Dreux et Rambouillet. On a commencé à travailler avec les agriculteurs. Plus de 10 secondes, hein. Ouais, avec les agriculteurs. Et là, notamment, ils me font confiance, puisqu'il se trouve que le ministre de l'Agriculture, qui va prendre les pas de Julien de Normandie, est un ami très cher depuis longtemps. On a déjà commencé à travailler pour la loi agriculture qui vient. Et la transition énergétique, je fais déjà partie des équipes d'Agnès Pannier-Runacher, qui vient nous voir à Houdan ce soir, d'ailleurs, à partir de 18h30. Donc voilà, si vous ne m'élisez pas sur la 9e circonscription, tout ce qu'on est en train de mettre en place ne sera pas parce que M. Morin n'aura aucun levier, car aucun accès au ministère. Monsieur Morin, Laurent Morin. Oui, bien, écoutez, je pense que ce second tour de l'élection législative dans la 9e circonscription est une opportunité. Une opportunité pour la 9e circonscription, une opportunité pour les électeurs de cette circonscription, pour les habitants, car ils ont l'opportunité, pour la première fois dans les Yvelines, de faire barrage à ce que je nommais tout à l'heure l'extrême centre. Et cette politique brutale et méprisante qui a été mise en œuvre pendant 5 ans et qui ne manquera pas d'être mise en œuvre pour 5 ans supplémentaires, puisque je l'ai dit tout à l'heure, les annonces ont déjà été faites, il y aura des réformes brutales et profondes. Donc j'appelle les électeurs de gauche à voter pour moi, car sans cela, ils auront le saccage de notre système social et la réforme des retraites, de la retraite à 65 ans. J'appelle les électeurs de droite à voter pour moi, car je serai le défenseur de l'identité et de la sécurité. Nous n'avons pas parlé ce soir des événements honteux du Stade de France, mais je crois que c'est l'exemple de la faillite en matière de sécurité de la majorité présidentielle et une honte pour la France au niveau international. Donc j'appelle les électeurs de droite à voter pour moi pour cela. Et j'appelle également les électeurs qui ont voté pour Bruno Millienne au premier tour à réviser leur vote, car je pense qu'avec la politique que M. Macron mène, ils finiront par en être victimes d'une manière ou d'une autre sur un certain nombre de sujets qui les touchent de manière proche, comme la sécurité, le pouvoir d'achat, etc. Et j'appelle enfin les abstentionnistes également à se mobiliser, car ils ont l'opportunité d'écarter un député de la majorité et d'élire une alternative en ma candidature, une alternative crédible, sérieuse, patriote à la majorité présidentielle qui a démontré pendant 5 ans son incapacité à faire avancer le pays. Il vous reste encore quelques secondes, si vous, ou alors vous les abandonnez. Ou voilà. Sinon, j'ai peut-être une question. Quand Bruno Millienne dit oui, d'accord, vous pouvez, si vous élisez Laurent Morin, au fond, il va être un opposant, il va pouvoir rien faire dans cette circonscription.
Mais l'objectif est effectivement de limiter la casse et de ne pas donner les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron. Donc il s'agit de constituer un groupe puissant à l'Assemblée nationale, de députés patriotes du Rassemblement national, qui permettront d'une part de faire des propositions de bon sens sur tous les sujets, mais d'autre part de s'opposer aux mesures qui ne manqueront pas d'être brutales, je l'ai dit, et méprisantes, comme nous l'avons vécu pendant 5 ans. Donc il est très important. Je pense que véritablement, la 9e circonscription, les électeurs de cette circonscription ont l'opportunité de marquer le coup dans le département des Yvelines en votant pour une candidature patriote. Eh ben, on aura la réponse dimanche prochain, dimanche soir. Alors, voilà, vous avez parlé de 19 minutes 20, vous avez parlé de 19 minutes 10, ça vous va? Très bien. Acceptez Moi, les 10 ça me va, secondes. je parlais un peu plus. Merci en tout cas à tous les deux. Et puis maintenant, c'est donc aux électeurs de la 9e circonscription de se prononcer. Ça sera dimanche prochain. Merci. Merci à tous les deux.